On est de retour avec nos invités, Francisco Napo, Koura, Kosigan à côté et Eric Johnson. Avant de parler du Mali, on continue par parler un peu de la Côte d'Ivoire et de cette sortie du gouvernement ivoirien. Laurent Gbagbo reste poursuivi par la justice de son pays. Francisco, vous aviez la parole, vous avez encore une minute. Oui, justement, je dis que Gbagbo, c'est un homme, c'est un rancunier. Gbagbo est dur dans les oreilles. Et là où le monsieur est, c'est la revanche, et qu'on le veuille ou pas. Parce qu'il se dit qu'il y a eu des morts et que c'est à lui seul qu'on a attribué, tous ces morts. De l'autre côté. Pardon? Ça va être difficile. Revanche, oui, mais le pouvoir se trouve de l'autre côté. Présentement, il est en train de créer le rapport de force. Quand il est rentré au pays, il a vu sa popularité. Il est allé au village pour aller prendre ses repères. Certainement, on lui a fait beaucoup de cérémonies. Si ce ne sont pas les passeurs de Simon Gbagbo qui vont lui dire cette fois-ci que tu es l'homme providentiel. Là, ce sont les prêtres, peut-être dans l'église catholique. Il est revenu dans l'église catholique. Donc, vous voyez, ce n'est pas un homme de réconciliation parce que quand vous écoutez ses propos dire que il ne demande pas pardon même pour choses et il se dit que ce que son protégé Blé Goudé a fait en demandant pardon, c'est Blé Goudé qui parle en désordre. Donc c'est pas lui Gbagbo. Voilà. Donc il faut reconnaître que là où la Côte d'Ivoire est, eux tous ils ont déconné. Et tous, ils ont été à l'origine des centaines et des milliers de morts. Ils n'ont qu'à s'asseoir pour mieux parler au lieu d'enfoncer encore ce pays dans la détresse. Eric Johnson, quand on entend aussi un grand leader, c'est vrai qu'il a passé 10 ans à la Cour pénale internationale, mais Charles Blé Goudé également a passé 10 ans là-bas. Charles Blé Goudé a demandé pardon aux Ivoiriens. On ne l'a pas vu du côté de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas tous ces aspects qui poussent le gouvernement à réagir. Mais le gars, il ne se reconnaît en rien. Il dit, j'ai été victime d'une injustice, j'ai été envoyé devant le tribunal pénal international et j'ai subi des affronts, des humiliations, etc. Je ne me reconnais pas en tout ce qu'on me reproche. Comme tel, il va demander pardon à qui? Alors que au nom de la réconciliation que tous se disent vouloir pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, chacun devait faire quand même un profil bas et avancer. Parce que Laurent Gbagbo l'a dit, qu'il n'a pas fini avec la politique, qu'il va continuer par faire de la politique. Ça veut dire que Laurent Gbagbo a encore des idées derrière la tête, ne serait-ce que pour briguer un prochain mandat présidentiel. Il est dans cette posture-là. Mais comme tu l'as dit, je pense que avant d'y arriver, parce que déjà au sein de sa propre famille, il y a déjà des divisions. Et comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, Laurent Gbagbo a des problèmes à régler avec lui-même. Oui. C'est-à-dire que sa propre personne est déjà un problème. Il faut qu'il règle ce problème-là avant de parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Et comme quoi, vous savez, le régime ivoirien, le régime de Ouattara, est en train de jouer d'autres cartes. Parce qu'il suffit que l'on sente véritablement que Laurent Gbagbo veut briguer un prochain mandat présidentiel, qu'on va brandir cette histoire de condamnation de 20 ans. Charles Blé Goudé, pour ceux qui le connaissent, Charles Blé Goudé, c'est lui le véritable homme de main de Laurent Gbagbo. C'est la force de mobilisation. C'est lui qui appelait les jeunes. Et vous savez, il faut assister à un meeting de Charles Blé Goudé pour comprendre qui est ce jeune homme. Vous savez, il fait peur. Son avenir, il politique. Fait peur. Lui, il est jeune. Il fait peur à tous les politiciens en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'il a cette capacité de mobilisation. Et comme le disait M. Kosigan, c'est lui, en réalité, l'homme populaire de Gbagbo.
c'est lui qui faisait ce populisme dont on parle de Gbagbo, c'est Charles Blé Goudé. Et comme quoi, Charles Blé Goudé, il sait où il va. Vous comprenez que jusque-là, on n'arrive pas à lui donner une brèche pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mais sachant très bien aussi qu'il a été aussi condamné pour la même affaire de braquage de la BCEAO. Et comme quoi... Ah mais oui. Et comme quoi, Charles Blé Goudé aussi joue. Vous savez, les discussions dans les coulisses, avant même le retour de Gbagbo, je pense qu'il y a eu un truc concernant Charles Blé Goudé. Sinon, il n'y a aucune raison pour que Gbagbo rentre et que Charles Blé Goudé soit toujours à l'extérieur du pays. Et donc, il faut comprendre que même quand Gbagbo installait son parti politique, il a dit, après sa rencontre avec Ouattara, que nous avons été tous arrêtés dans la même circonstance, pour la même situation, mais que moi, aujourd'hui, je suis dehors, je suis le leader. C'est des propos politiques qu'il avait prononcés. Sinon, je ne vois pas Gbagbo, aujourd'hui, faire un parti politique en l'absence de son pilier qui est Charles Blé Goudé. Et donc, comme quoi, je crois qu'il y a eu des choses qui concernent Charles Blé Goudé pour son retour au pays. Alors, Charles Blé Goudé, on en a profité pour parler à Kosigan à côté, quand on interviewait Laurent Gbagbo. Il a dit, j'ai créé mon parti, celui qui veut venir n'a qu'à venir, parlant même de Simone et Yves Gbagbo. Oui, comme l'a dit mon super frère Eric tout à l'heure, Gbagbo a beaucoup de problèmes à régler au sein de sa famille. En lui-même, autour de lui, avant de parler des autres. Parce qu'on ne peut pas traîner un tas de paille dans l'œil et parler de petits brins qui est dans l'œil des autres. Vous savez, Gbagbo, pour moi, joue trop sur son populisme jusqu'à faire certaines ratées, selon moi. Sinon, la mise à l'écart systématique de Simone Gbagbo, pour moi, c'est un peu de raté. Ensuite, il n'a pas mis à l'écart politiquement. Non, politiquement et sur le plan privé aussi, c'est que Gbagbo fait comme il ne veut plus sentir Simone Gbagbo. D'autant plus que Simone n'est pas dans son staff aujourd'hui. Dans son staff, donc on l'écarte. Bon, peut-être que Gbagbo aussi peut attendre le retour de Charles Blé Goudé pour donner un coup de main à sa mobilisation. Maintenant, si entre-temps, le pouvoir d'Abidjan, le pouvoir de Ouattara arrive à décrocher un compromis avec Blé Goudé, cela peut jouer beaucoup contre Gbagbo. Mais sur le plan général, si on veut parler de réconciliation, les faits et gestes de Gbagbo n'appellent pas du tout à l'apaisement. C'est comme Gbagbo est en train de repréparer la Côte d'Ivoire à une nouvelle insurrection. Mais pour cette fois-ci, il trouvera garçon sur son chemin parce que c'est le gouvernement. Et puis, il faut aussi dire une chose. Les 10 ans du président Ouattara n'ont pas été de tout repos. Ouattara a beaucoup réussi, a beaucoup relevé des défis sur le plan économique, ce qui n'est même pas comparé avec le plan de la réconciliation. Mais s'il a échoué sur le plan de la réconciliation, il a la volonté, il a affiché. Mais est-ce que les autres politiques ont la même volonté que Ouattara? Parce que les gens pensent aujourd'hui qu'aller à la réconciliation, c'est permettre à Ouattara de se faire remplacer peut-être à la tête de l'État ivoirien. Par Laurent Gbagbo. Pas nécessairement. Parce que, par Laurent Gbagbo, mais un de ses poulains. Mais les autres pensent que, surtout Gbagbo, que c'est toujours en restant dans ce clivage-là que lui peut peut-être attendre à reprendre la tête du pouvoir ivoirien un jour. Mais je dis, est-ce que si on parle des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire, quel parti il faut prendre d'abord soin? Je pense qu'il faut d'abord penser à la Côte d'Ivoire et à la population ivoirienne, et donc que ces politiques-là puissent s'asseoir comme le réclame mon frère Francisco, puissent s'asseoir et laver le linge sale entre eux, se pardonner et donner la chance à la Côte d'Ivoire de continuer. Parce que si demain, c'est un autre qui prend la Côte d'Ivoire dans la paix,
la réconciliation, l'union et le développement, ce serait toujours le pays de Gbagbo, ce serait toujours le pays de Ouattara, Bédié et autres. Nul ne va leur enlever leur ivoirité. On quitte Abidjan pour Bamako depuis longtemps. Tout pour les experts, la réalité de discussion entre les autorités et certains groupes djihadistes ne fait pas de doute. Les contacts existaient avant même que l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka, renversé en août 2020 par les militaires, ne reconnaissent en février 2020 leur existence. Francisco Napo Koura, les autorités de transition, j'allais dire, ouvrent la voie au dialogue avec les djihadistes. Comment ça va se faire? Ça va se faire honnêtement pour la paix au Mali. Nous souhaitons tous la paix pour nos frères maliens sur le territoire malien et à côté au Niger comme au Burkina. Sinon, c'est une bonne initiative, le dialogue, parce que qu'on le veuille ou pas, un jour, il faut s'asseoir pour dialoguer et définir les règles. Aujourd'hui, par exemple, si cela avait été tenté, par exemple, en Afghanistan, on n'aurait pas eu une occupation américaine et occidentale de 20 ans et que, en fait des comptes, que ça devienne zéro. Parce qu'aujourd'hui, les talibans ont encore tout repris. Et donc, il faut forcément, au Mali, il faut des discussions, mais des discussions franches. Les autorités militaires, sinon de la transition, viennent de confier la responsabilité au Haut Conseil islamique du pays. Et effectivement, puisque de l'autre côté également, les djihadistes, les groupes djihadistes sont essentiellement islamistes parce qu'ils font des revendications au nom de l'islam, mais paradoxalement, ceux qu'ils tuent sont aussi pour la grande majorité des musulmans. C'est ce qu'on ne comprend pas dans cette guerre asymétrique. Donc, il va falloir forcément discuter, s'asseoir pour discuter, définir des règles. Et on sait que c'est difficile pour les islamistes. Je l'ai souvent dit que, en fait, si c'était au nom de la religion, les gens devraient s'entendre depuis. Parce que quand vous prenez le Coran, la Bible, même dans les religions traditionnelles, il y a des similitudes dans nos croyances qui font qu'à un moment donné, on peut s'entendre en étant de différentes religions. Mais il y a de gros intérêts parce que les territoires occupés sont des parties où il y a la richesse que les gens creusent, et que ce soit et les islamistes et les forces d'occupation étrangères. Mais toutes ces forces sont là et qui puisent les richesses du sol. Donc, il faut s'entendre. Parce que quand vous voyez au niveau de Gao, si de l'autre côté, les gens sont là un peu à peine, c'est qu'ils profitent largement de ce qui se passe là-bas. Donc, il va falloir qu'ils s'asseyent pour vraiment redéfinir les choses. Et que si, en fait, les groupes islamiques qui sont là, si ils acceptent d'abandonner une partie de leurs privilèges, tout le trafic qui se fait pour que véritablement une paix revienne dans ces zones. Parce que ça dure de trop. La guerre n'apporte pas des solutions définitives. Donc, il faut aussi tenter ça, sachant qu'il y a de gros intérêts derrière et que ça va être difficile d'être accompli. Eric Johnson, après les échecs tous azimuts et surtout répétés, s'asseoir, discuter, redéfinir les choses serait une bonne chose pour les deux parties. Oui. Nous avons l'habitude de dire quand même que ce qui se passe dans le Sahel n'est pas forcément du fait des gens qui viennent d'ailleurs, mais c'est des populations de ces régions-là qui s'organisent d'une manière ou d'une autre pour faire des revendications. Tout a commencé, si on a bonne mémoire, par des revendications
de la communauté azawad, c'est-à-dire les Azawad. Touaregs. Ouais. Et donc, c'est des populations du nord du Mali qui cherchaient de meilleures conditions de vie et qui demandaient des infrastructures, qui appelaient quand même à ce qu'il y ait quand même une administration décentralisée dans leur zone, etc. Et tout ça là a abouti quand même à des infiltrations des groupes qui sont venus de la Libye, etc. Et donc, quand vous voyez ce schéma, vous vous dites que, mais est-ce que ces gens-là ne peuvent pas aujourd'hui s'asseoir et discuter au lieu que le Mali, le Niger, le Burkina Faso et d'autres pays de la sous-région perdent encore autant de citoyens. Parce que finalement, ce sont des citoyens qui sont tués. Et que vous soyez citoyen du monde civil ou du monde militaire. Mais c'est des citoyens qui sont tués. Et donc, je sais que de la période de Blaise Compaoré, il y avait des discussions qui sont profondément menées avec ces populations-là, avec ces groupes que nous appelons aujourd'hui des groupes djihadistes, parce qu'ils se revendiquent eux-mêmes aujourd'hui proches de Al-Qaïda, proches de l'État islamique, etc. Et donc, au temps de Blaise Compaoré, le général Gilbert Djendjéré Bassoulé Djibril Bassoulé était quand même envoyé de temps en temps pour discuter avec ces groupes-là, pour savoir effectivement leurs revendications. Et pendant ce temps-là, lorsqu'il y a des otages, ces otages-là sont quand même libérés. Et je me rappelle très bien qu'il y a un appel du gouvernement burkinabé en son temps pour que les gens se retrouvent pour discuter. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Aujourd'hui, si le gouvernement de transition au Mali décide d'aller à cette discussion-là, je crois qu'il faut véritablement aider quand même ces populations-là à discuter entre elles, avec le gouvernement surtout, pour les gouvernements de la région, pour trouver une solution idoine pour tout ce qui se passe en termes de terrorisme, de djihadisme, etc. dans la région. Mais Michel, à l'époque, quand le gouvernement burkinabé avait appelé, n'est-ce pas, à cette discussion, seulement il y avait l'État français qui était contre cette discussion. À l'époque, ce qui était contre cette discussion, elle n'avait pas donné les explications pourquoi elle était contre cette discussion. Donc aujourd'hui, les autorités maliennes qui, disons, ont un peu échappé au contrôle de Macron et veulent tenter autre chose, on ne peut que les encourager. Ils veulent surtout tenter ce que la France a toujours refusé. Les politiques françaises ont toujours refusé. Oui. Alors, qui pour discuter, Kosiga à côté, on sait que la junte est là. Maintenant, il y a tellement de groupes djihadistes au Mali. Je vous ai toujours dit qu'il faut nécessairement apprendre à tricher certaines pratiques, certains comportements, certains principes des autres dirigeants, même si on les taxe aujourd'hui de dictateurs. Blaise Compaoré et Mohamed Kadhafi se sont beaucoup investis dans cette lutte et n'ont pas utilisé les armes, mais ils ont pris le dialogue pour freiner ou contenir un peu toutes les affres de ce terrorisme qui ne fait que décimer une grande partie de l'Afrique occidentale aujourd'hui. Alors si aujourd'hui le gouvernement malien, qui a très vite compris que les Français sont des truands et ne cessent que de voler leurs richesses et encourager cette guerre-là, ce n'est que de bonnes guerres. Parce que si après des années de guerre, le sort va décider que les hommes se réunissent autour d'un tapis vert et discuter des solutions devant pallier à la crise, mieux vaudrait commencer par là pour arriver vite et bien. Donc si les armes qui ont montré leurs limites déjà
et que à côté de cette guerre-là, on veut mener un dialogue avec ces personnes-là, ce n'est que de bonnes guerres. Mais je crains que cette même France-là va passer par les États limitrophes du Mali pour peut-être chercher à torpiller cette belle initiative. Mais je voudrais attirer l'attention des autorités de la transition malienne à veiller à ce que ceux qui sont mandatés à prendre langue avec les terroristes aujourd'hui jouent leur rôle et proprement dans l'intérêt supérieur du Mali et de la sous-région. Et c'est même l'occasion que la CEDEAO puisse appuyer ce groupe de travail-là pour que toutes les unités de ces djihadismes et de ces terroristes-là puissent être recensées et qu'on les appelle à la table de dialogue. Parce que ils ont aussi des revendications, puisque selon les dires, cette partie-là n'est pas si contrôlée par l'administration centrale malienne. Alors, c'est l'occasion ou jamais que l'État malien investisse dans ces zones-là en construisant les infrastructures de base, en mettant tout ce qu'il faut pour manifester sa présence dans cette zone-là et discuter avec les gens pour que la France puisse dégager de leurs ressources minières. Parce que la France ne permettra jamais que la paix revienne au Mali à cause de leur or. S'il n'y avait rien du tout, qu'est-ce que la France chercherait là-bas? C'est aussi ça la réalité. Alors, quand il passe souvent de Blaise Compaoré, la dernière fois quand j'ai écouté l'avocat, un des avocats de Blaise Compaoré sur RFI, oui, qui a quitté totalement son volet de défense de son client pour venir sur le côté djihadiste, tout comme Kosigan parle que Blaise Compaoré, il y a un problème de djihadisme. C'est comme ça que c'est comme, j'ai l'impression que Blaise même de loin instrumentalise ce djihadisme, même surtout dans son pays. Ça peut être ça aussi. Oui, parce que la manière dont son avocat... Attendez, j'ai bien dit ici que s'il a vraiment envie de revenir au Burkina, si vraiment il reconnaît en ce pays que ce pays lui a donné toute sa vie, tout ce qu'il est, il peut être de loin et apporter sa contribution à la résolution. Et si le gouvernement aussi accepte. Si, mais il peut le faire. Non, il ne pourra pas le faire. Attendez. Il va le faire avec qui? Voilà. Parce que ces principaux lieutenants qui sont aujourd'hui en prison. Ils sont en prison. Oui, mais, pour chasser. Oui, mais qu'il demande officiellement. Mais il a écrit une lettre entre-temps. Excusez-moi, qu'il demande officiellement que, voilà, je suis sérieux, on peut faire ceci ensemble. Et quand le donne, s'il le fait, c'est le peuple burkinabé qui va venir le soulever de la Côte d'Ivoire pour ramener au pays, pour même peut-être le remettre comme président, ou bien président d'honneur. En tout cas, on revient au Mali. Francisco Napokura, en tout cas, pour les discussions qui ont eu déjà lieu, ces discussions entre une structure de dialogue avec les autorités regroupant les chefs et les organisations religieuses. On a exclu complètement l'État islamique, on a traité avec certains djihadistes, Amadou Koufa et Iyad Al-Ghali. Alors maintenant, vous pensez qu'il est important, un peu plus important, de parler également avec l'État islamique? Oui, si, il est important, parce qu'il ne faut pas laisser d'autres à côté. Il faut qu'on puisse savoir les motivations réelles de chacun et qu'il dépose carte sur table pour parler. Parce que ça n'arrange pas aussi l'État islamique qui aussi perd les gens. Tous les groupes djihadistes perdent des gens au fil du temps. Mais vous faites ça pour qui? Pour quel intérêt? Est-ce que s'entendre pour, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il demande? Il a dit tout à l'heure, quand vous voyez, vous savez, quand vous traversez ces pays, je ne parle pas de ceux qui prennent l'avion, mais quand vous prenez la voiture, vous arrivez... par exemple, à 5AC, 5A12, vous prenez pour arriver à Ouaga, mais vous sentez, vous regardez comment est-ce que l'immensité de l'étendue qui est là, et qui pratiquement, quand vous voyez, c'est quelques bâtiments, petits bâtiments que vous voyez, mais même chose quand vous prenez la voie jusqu'à Fada, où Fada, il y a quand même une petite ville, mais quand vous quittez jusqu'à arriver à Niamey, vous sentez que l'État a abandonné tout. C'est-à-dire que nos États ont failli, ont beaucoup failli.
Donc quand vous laissez le territoire comme ça avec des populations aussi pauvres qui n'ont rien à foutre avec vous, eh ben, ils sont obligés de traiter avec les marchands voilà, d'illusions qui viennent vous promettre des choses, et ils vous lavent le cerveau totalement, et puis c'est fini, vous devenez aussi djihadiste. Hein? Donc c'est ça. Donc il va falloir qu'ils échangent réellement pour dire, bon, ok, vous occupez la zone pendant des années, vous-même, vous n'arrivez à rien construire. Parce que tout ce que vous tirez de ce sous-sol-là, tout ce que vous gagnez, la contrebande, c'est dans vos poches ou bien dans des banques, on ne sait pas où ils mettent leur argent. Parce que c'est de gros trafics qui se déroulent à ce niveau. Qui vous nourrissez avec ça? Parce que l'argent là ne sert même pas à développer la communauté. Hein, donc, quand vous laissez le territoire, on a vu, dans nos pays, vous voyez, et à un moment donné, tout le monde parle de soins hospitaliers, d'écoles, mais qu'est-ce que les gens construisent de plus? C'est des lieux de prière, hein, c'est les lieux de prière que les gens construisent. Surtout, vous allez dans un coin qui est calme, où on peut construire un hôpital, hein, pour chose, mais c'est les églises, c'est les mosquées, c'est les temples de prière. Alors qu'on a besoin, les mêmes populations ont plus besoin de la santé, ont besoin de l'éducation. Donc, et cet argent, oui, pouvait servir à faire autre chose. Donc, on a besoin de discuter avec tout le monde. Vous avez occupé, vous dites qu'on ne fait pas, c'est pourquoi, mais qu'est-ce que vous faites avec ce que vous exploitez, c'est tout. Alors, avec qui discuter? Même question à vous, Eric Johnson. On doit discuter avec tout le monde. Tout le monde dans cet engrenage-là est important. Et donc, vous n'allez pas faire l'erreur de discuter avec certains, trouver des compromis avec eux, revenir sur le terrain et faire face à d'autres. Donc, ça veut dire que votre dialogue-là a été déjà un échec. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser certains préjugés sur certains groupes et discuter avec tout le monde et le faire de façon générale. Il ne faudrait pas sectionner les choses, prendre des engagements avec certains et d'autres promettre d'autres choses à d'autres, etc. Mais il faut le faire dans un cadre général. C'est pour ça, quand il a dit tout à l'heure qu'il faut que la CEDEAO accompagne ce dialogue-là. Je pense que c'est fondamental. Il va falloir que ces organismes malien le internationaux... Oui. Non, mais la CEDEAO, sur ce plan, il a raison. Depuis qu'on est là, vous n'arrivez même pas à avoir une force pour combattre le mal. Mais vous n'aidez même pas les gens. Parce que voilà, vous avez parlé de Blaise Compaoré, vous avez parlé de Gaddafi. Mais est-ce qu'il y a des gens, il n'y a pas des gens en Afrique aujourd'hui qui ont aussi des relations comme Blaise ou comme Compaoré, qui sont dans des institutions comme la CEDEAO, l'Union africaine, ils peuvent jouer ce rôle, ou bien? Oui, donc je pense qu'il faut discuter avec tout le monde. Pas parce que l'exclusion crée encore d'autres soucis. Il faut un dialogue inclusif, que tout le monde vienne exposer ses problèmes et qu'on trouve une solution générale à cette difficulté que nous avons au Sahel. On marque la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités, des journalistes et un président d'association pour la suite.